Salut. Bon, on va tester, hein. On va tester un nouveau concept. Enfin, me réveiller. Je suis un peu dans le tard. Quand je me suis réveillé, en me réveillant, j'avais envie de crever, quoi, comme d'hab. Bon, ça change d'habitude, mais enfin, ça change pas de d'habitude. C'est pas toujours comme ça, hein. Mais bah là, aujourd'hui, là, je me suis réveillé, donc bah, j'ai bu un truc, j'ai mangé un truc, je me suis allongé 10 minutes, ça allait un peu mieux. Mais ouais, c'est pour un peu parler comme ça, vite fait. Là, je continue ma lecture, j'ai bientôt fini le livre sur les chats. Voilà. Très intéressant, hein. Surtout les maîtres qu'ils peuvent avoir, comme par exemple se battre pour la nourriture. Imaginons, on pousse le livre à son extrême, hein. Toi, on devient un chat, on se bat pour avoir de la bouffe. C'est ce qui se passe dans certains pays, hein. Mais ouais, se battre pour de la bouffe, aller sur le côté d'une table et tout pour choper de la bouffe et tout. Ouais, c'est marrant. Surtout quand on s'imagine en tant que chat, quoi. Si on imagine en tant qu'humain, si on faisait la même chose que les chats, ou genre se lécher le corps pour se laver et tout. C'est c'est un peu étrange, mais c'est marrant. J'ai commencé, ouais, pour parler aussi, j'ai commencé à lire ce livre. Il est hyper bien. C'est accepté Horse. En fait, c'est une société qui est basée sur le pouvoir. Comment on appelle ça? En fait, il y a une élite. C'est un peu comme le meilleur des mondes. Il y a une élite en fait qui est dirigeante. On peut les appeler les alphas. D'ailleurs, bah, pour pas me tromper, attends, je vais regarder comment ils ont hiérarchisé ça. Alors, voilà, c'est là. Je sais pas si comme ça vous pourrez voir. Voilà. Je sais pas si vous pouvez lire ou zoomer ou je sais pas. Parce que j'ai mis ma caméra en Full HD, donc en HD. Voilà. Donc bah, les premiers, c'est les or, féroces et brillants, dirigeants de la société. Après, il y a les argent entre entrepreneurs, hommes d'affaires et financiers. Après, il y a les blancs, prêtres et prêtresses, supervision et la cérémonie de société. Et ensuite, les cuivres, administrateurs, hommes de loi et bureaucrates. Et donc, bah, déjà la première tranche de la société, ceux qui sont brillants, les dirigeants de la société, euh, bah, ils ont plus d'empathie en fait, ils sont plus dans le pouvoir, dans le contrôle en fait, plus dans une doctrine, etc. Bah, c'est limite une secte leur truc quoi, leur société. Elle est basée sur Mars, c'est pas sur Terre. La vie est super rude. Là, on commence au début, on est dans un jeune homme de 16 ans qui travaille dans les mines et il doit extraire un minerai. Je sais plus le nom du minerai. Euh, il doit extraire un minerai. Alors, faut que je retrouve des éclats. Et en fait, il se retrouve avec des bestioles. En fait, il y a des bestioles d'un mètre, 5 mètres de long. Qui font la taille d'une cuisse et tout, et il est hyper chaud dans sa combinaison et tout. Et en fait, ça, il extrait du minerai, etc. Et justement, bah, il y a aussi une histoire d'amour dedans. Comme quoi, bah, il y a des parents et tout qui sont tués, il y a tout un truc. Mais bon, je vais pas spoiler, mais parce que j'ai pas, et puis j'ai pas tout lu non plus, donc je peux pas dire ce que je ne sais pas, quoi. Donc, ouais, il y a une histoire d'amour et c'est assez intéressant. Ça nous donne un certain point de vue en fait au niveau de la société sur Terre, hein. Ici sur Terre, ben, enfin, on n'a qu'une planète où il y a la civilisation, mais dans le sens où on peut se poser la question en fait comment notre société va se construire dans le futur. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est que nous en tant que citoyens lambda, si on peut dire, on a aussi du pouvoir et donc faut pas laisser les choses se faire. Euh, Dans le sens, bien sûr, que les politiciens, ils ont peut-être fait l'ENA, etc. Mais il faut pas oublier que nous aussi, on a un certain pouvoir d'achat. Et donc, tout ce qu'on achète dans le commerce, etc., c'est comme tout achat qu'on fait dans le commerce, ça a un impact politique, en fait. Ne serait-ce devenir végétarien, juste ça, par exemple, ça a un impact énorme. Par exemple, recycler nos déchets, par exemple, aussi, ça a un impact énorme. J'avais parlé dans une vidéo, par exemple, les bouteilles en plastique, par exemple, on peut très bien créer une machine, un espèce de broyeur maison, et on broie les bouteilles en plastique pour créer des petits copeaux de plastique. Et justement, ces petits copeaux de plastique, pourrait les faire fondre pour créer des plaques en plastique pour faire de l'isolation, faire des serres, des choses comme ça. Ce qui est intéressant. Après, ça se fait déjà, j'imagine, dans les usines à grande échelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plastique, il n'est pas recyclable à l'infini, quoi. Contrairement au verre ou à l'aluminium, quoi. Donc,
Ouais, je pense que ouais, si on fait ça, si chaque individu recyclait ce qu'il peut recycler ou transformer, déjà ça ferait une masse de pollution en moins. Ça coûterait moins cher aux contribuables, etc. Et puis les petites plaques en plastique qu'on se créerait, on pourra limite même les revendre entre nous ou même les donner ou je sais pas pour créer des serres ou des isolations pour les maisons pour chacun. Donc ça pourrait être intéressant. Et donc ouais, là où je veux en venir, c'est que bah le livre nous ramène justement sur ça, justement quel avenir on veut pour notre société, quoi. Si on se laisse diriger par des gens, si je peux dire, un peu je dirais pas incompétents parce que c'est la nature humaine, ils défendent leur intérêt, hein. Quand ils ont leur cumul de mandats, ils veulent garder leur avantage, hein. Quand on voit par exemple qu'un président fait 10 000 euros, mais après derrière ils ont été aussi ministres ou des trucs comme ça, et après qu'ils sont 5 000 plus 15, plus 10 000 plus machin et tout, ou comme je dis comme Macron, hein, ou autres politiciens qui, par rapport à l'ISF déclarent pas tous leurs impôts. Moi je pense qu'il faudrait instaurer justement comment dire, la taxe sur la fortune. Après, peut-être pas aussi bas qu'actuellement. Peut-être que, justement, comme cadeau pour les riches, pourquoi ils font pas, par exemple, je crois que c'est 1,5 million, à partir de là, on devient riche. Mais pourquoi ils mettent pas, je sais pas, 3 millions ou 4 millions? Tu vois, pourquoi pas? Mais ils paieraient toujours des impôts. Ou mettre moins d'impôts en France pour justement que les sociétés reviennent. Ou par exemple, pour les sociétés qui partent à l'étranger, ils devront payer les mêmes, des entreprises françaises, hein, je dis bien. S'ils partent à l'étranger, ils devront payer des taxes au pays français. Les produits étrangers, on les taxe autant que les produits qu'on rentrent dans le pays, et afin que les produits français sont au même prix que que les produits étrangers. Ainsi, comme ça, le consommateur, quand il va acheter, le citoyen, quand il va acheter sa nourriture, etc., il aura toujours le choix de la nourriture internationale. Mais ce serait le même prix que les produits français. Et donc, s'il y a une alternative française, la personne va forcément acheter français. Et donc, si c'est au même prix, bah, en fait, on crée un cercle vertueux et donc on va créer, je veux dire, il faudrait aussi s'orienter sur qu'on appelle ça, comment ça s'appelle, souveraineté alimentaire. Ça veut dire qu'on va produire la nourriture pour nourrir notre pays. Au moins, on ne dépend pas des autres pays. Parce que là, actuellement, on va chercher des tomates en Maroc ou en Espagne, alors qu'on pourrait très bien en faire pousser en France. Bien sûr, après, acheter des tomates en hiver, c'est pas l'idéal. Bien sûr qu'il y en a en vente, mais pourquoi pas créer une taxe écologique. Après, je sais que bah, à ma petite échelle, moi, je peux rien faire quasiment. Je peux juste faire le minima comment on appelle, l'écologie, etc. Mais disons que ceux qui ont plus de pouvoir que moi au niveau de la sphère de la société, si ça bouge, en fait, c'est pour les générations futures. Parce que si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que bah, on va payer quoi? On va payer l'eau, je sais pas, les bouteilles d'eau. Déjà, en soi, c'est. Après, je comprends que certaines personnes achètent des bouteilles d'eau parce que peut-être que l'eau est trop polluée ou peut-être ils vivent en ville, donc les canalisations sont peut-être pas à l'idéal ou peut-être que c'est trop pollué. Mais en soi, l'eau en bouteille, c'est un peu une aberration parce qu'on a de l'eau au robinet, quoi. Les traitements des eaux doivent être plus efficaces. Moi, personnellement, en Bretagne, l'eau, elle est vachement contrôlée par rapport aux fermes, parce qu'il y a beaucoup de fermes de cochons, etc. Donc, par rapport aux nitrates, et puis sans parler aussi des algues vertes par rapport aux nitrates. Donc, bah, l'eau, elle est elle est vachement polluée, donc par rapport aux cochons, etc. Donc, elle est vachement contrôlée euh, pour, euh, pour la consommation humaine, quoi. Donc, mais, euh, mais ne serait-ce que bah, je sais pas, ouais, dans le futur, par exemple, ouais, c'est ça, dans le futur, si on continue comme ça, on va finir comme à la Palestine, limite, hein, si ça continue. Parce qu'après, il va y avoir des réfugiés politiques, etc., on sera surpeuplé, et donc qu'on va payer notre litre d'eau, on va le payer combien? 10 euros? Ah non. Je veux dire, l'eau, c'est la vie, c'est comme Nestlé qui veut privatiser l'eau, par exemple, alors que c'est une ressource vitale, en fait, pour nous en tant qu'êtres vivants. C'est pour tout le vivant, en fait, en soi. Et c'est pareil pour la chair animale en soi. Je dis pas aux gens de fais ça, fais ci, fais ça. C'est aux gens de prendre conscience que tuer un animal, c'est mal. Après, ils vont me dire, ouais, mais on le fait ça depuis des milliers d'années. Ouais, mais on fait la guerre aussi depuis des milliers d'années. Ça fait pas, c'est pas pour autant que c'est bien. Je veux dire, en tant qu'être humain, pour reprendre aussi un peu sa place en consciente sur Terre, dans le sens où si, enfin, moi, je crois en une force divine. Donc, si Dieu existe vraiment,
Je pense qu'ici, il nous a donné une forme d'intelligence, on va dire, entre parenthèses, supérieure aux autres animaux, parce que je l'avais expliqué dans une autre vidéo, comme quoi les animaux peuvent nous enseigner des choses, même la nature en soi, hein, comme par exemple les paniers en osier, par exemple, le tressage et tout ça. Euh, Ce que je veux dire, c'est que si Dieu nous a donné une forme d'intelligence supérieure aux animaux, c'est pas pour les détruire, c'est justement au contraire pour les aider, je pense, pour contribuer au mieux-être d'une société en général, et donc un avenir périn, si je peux dire, périn, ceci, enfin sereine quoi pour le futur et la génération future, parce que si on continue comme ça, en 2050, bah, la population va monter à 10 milliards d'habitants, mais après il va y avoir une déclinaison de la population, donc on va chuter en termes de population, donc il va y avoir des guerres, etc., des guerres de ressources, et donc comment dire, bah, la population va réduire parce qu'il y aura des maladies, etc. Après, c'est peut-être un point de vue, peut-être un point de vue pessimiste du futur, mais je préfère rester pessimiste et pragmatique sur l'avenir que de dire que tout est beau et tout est rose et qu'au final on se prend un mur, quoi. Vaut mieux prendre des précautions maintenant, 30 ans en avance, que pas en prendre, quoi. Et donc, je pense que sur Terre, la Terre, est, de toute façon, elle est suffisamment riche et nourricière pour nourrir tout le monde. Là, actuellement, en termes de production alimentaire, en termes végétal, par exemple, on peut nourrir 13 milliards d'êtres humains. Donc, et on est 7 milliards 800 millions. On atteint bientôt les 8 millions. Les 8 millions vont être atteints quoi, en 2030 peut-être, dans ces eaux-là. Mais la population n'arrête pas de croître. C'est comme les personnes qui ont beaucoup d'enfants. Je critique pas les familles qui ont les familles qui ont beaucoup d'enfants, enfin les femmes qui ont beaucoup d'enfants ou le père, etc. Enfin, vous avez compris quoi. Euh, Après, je comprends, si on regarde en termes de survie, etc., c'est peut-être mieux pas d'avoir plus d'enfants, parce que s'il y en a un qui meurt, etc., pour que la famille transmette ses gènes, etc. Mais ça, c'est révolu tout ça. Je veux dire, avoir un enfant, voire deux, déjà, c'est bien. Un enfant, déjà, si toute la population mondiale fait qu'un seul enfant, en une génération c'est 20 ans, euh, on réduit la population, donc de moitié. Donc on va dire, mettons, sur une durée de vie humaine d'un homme, hein, parce qu'une femme c'est 84 ans, un homme c'est 75 ans, mondialement, hein, c'est la moyenne, et ben on pourrait, ben, en 75 ans, on réduit la moitié de la population, en fait, et sans partir dans des génocides ou autres trucs horribles. Et donc, et si on fait deux enfants, bah, il y aura toujours une diminution de la population avec les morts naturelles, mais il y aura une stabilité parce que la population, bah, deux enfants, deux individus, un père, une mère, enfin une mère, un père, et donc bah, il y aura une stabilité. Et donc, bah, je pense que quand on fait un enfant, il faut être consciencieux de ça aussi, parce qu'il faut savoir qu'un enfant, quand il vient au monde, bah, faut l'instruire, faut le nourrir. Il va polluer aussi la planète, et donc bah, c'est tout un ensemble en fait. Après, il n'est pas responsable de venir au monde, hein. Mais je veux dire, quand on fait un enfant, faut aussi penser à tout ça. Et donc, de lui transmettre des bonnes valeurs, en fait, en quelque sorte. Et qu'il soit consciencieux de ce qu'on lui donne, quoi. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est un enfant, c'est un adulte à devenir, quoi. Et donc, c'est de lui offrir la conscience et l'esprit critique, en fait, sur ce monde. Et donc, je pense que je pense que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Et donc, conscientiser un peu les masses, les générations. C'est comme la génération Z qui est en perte comment on appelle ça, de repères, de perte de, si je peux dire, d'identité, en peu quelque sorte. Moi, je suis de la génération Y, donc je suis un peu avant. J'ai connu le monde sans Internet. Mais la génération actuelle, elle connaît pas le monde sans Internet. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, moi, je m'amusais avec des Lego. Je jouais, j'avais des cartes, on jouait avec ma sœur. On avait les jeux des 7 familles, par exemple. On avait quoi d'autre? La PlayStation 1, mais ça arrivait bien plus tard. La Nintendo 64, on a connu la NES aussi, la Mega Drive. C'est assez ancien, mais avec nos vieilles télés en tube cathodique. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, on avait les espèces de paintball aussi que je m'amusais. On avait je sais pas, les mains collantes par exemple, on s'amusait avec ça. Les collections de Dragon Ball Z, les figurines de Pokémon, les cartes Pokémon. Enfin, il y en avait pas mal de choses pour s'amuser. Et en fait, je pense que il faut se détacher un peu de tout ce qui est réseau internet. Pas totalement se couper, parce que c'est se couper de tout le monde, si on peut dire. Parce que l'internet, c'est quand même une chose assez merveilleuse dans le sens où on apprend beaucoup de choses, il y a beaucoup de connaissances à apprendre, etc. Mais si on pense un peu comme
dans le passé, en fait, si je peux dire, pas nostalgie parce que c'est autre chose, c'est un autre mot, mais si on pense un peu comme avant, bah, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, lire. Lire, c'est une activité qui est très enrichissante et au niveau neurologie, c'est beaucoup mieux de lire que regarder des vidéos parce que notre cerveau, quand on regarde une vidéo, ne travaille pas pareil que quand on lit. Quand on lit, on utilise notre imagination, on utilise des réseaux de neurones différents et ça nous rend plus imaginatif. On part plus sur l'imagination, on devient plus créatif, on devient plus concentré. Il y a un certain mieux-être en fait. On peut dire que la lecture c'est une forme de méditation et donc je pense que c'est une bonne chose. Euh, il y a quoi d'autre aussi? Ouais, c'est le livre, c'est ça qui me fait penser et quand en le lisant en fait je pense à tout ça et je pense que en tout cas je le recommande et je suis sur ça aussi. Bon, commence à savoir. Je suis sur ce livre-là. C'est sur la neuroscience. Programmer vos cerveaux pour le bonheur. Là, actuellement, sur les théories des morts, en fait, de la mort, dans le sens où apparemment, quand on meurt, comment dire, notre conscience resterait en nous, en fait. Et que on serait enfermé, en fait, quand on meurt. Après, c'est qu'une théorie, hein. Personne n'est revenu des morts pour nous le dire. Il y a quoi d'autre aussi que j'avais vu? Parce que là, je regarde ça, parce qu'il y a tout plein de trucs. Euh, ça c'est le truc par rapport aux morts que j'avais dit. Il y a quoi d'autre? Ah oui, c'est ça, les potes crâniennes comme quoi ils ont développé, qui se sont développés et pardon, comment notre cerveau a-t-il évolué? Il y a quoi d'autre aussi? Ah ouais, les protoconsciences, ça j'ai trouvé la théorie de Penrose hyper intéressant. Il y a pas mal de trucs, d'ailleurs il faut que je creuse hein, parce que ça m'intéresse beaucoup. Les théories de Penrose, hyper intéressant. Euh, Comme quoi la biologie alors, rejoint aussi la physique quantique au niveau du cerveau. Par exemple, les ondes bêta sont plus profondes dans le cerveau, alors que les ondes gamma sont plus en hauteur. Et la papao. Euh, les ondes bêta travaillent avec les ondes gamma. Et donc, c'est comme ça qu'on va créer nos souvenirs, etc. Et il y a aussi des effondrements en termes neurologiques, enfin neurologiques, en termes d'énergie, en fait, d'électricité, en fait, de nos cerveaux, la bioélectricité, a des effondrements par moment. Et en fait, on a des changements de conscience en permanence, des oscillations énormes. Et en fait, la physique quantique se rejoint un peu les neurones. Et apparemment, dans chaque neurone, on aurait des kalia. Enfin, ouais, c'est ça. Et là, avec la tibuline, qui est une protéine, une protéine qui va être utilisée dans les kalia qui sont comme des quarks, qui sont dans les neurones. Et justement, c'est ça qui va créer un champ électrique et qui va créer justement la conscience. Et donc, c'est super intéressant et ça rejoint, comment on appelle ça, la théorie de Penrose, comme quoi les premiers organismes vivants, au début, quand ils n'avaient pas vraiment de conscience, ils se collaient à des commandes d'électricité, tout ce qui était aimanté, comment on appelle ça, ah, j'ai pas le mot, la pierre, enfin, c'est une pierre qui crée des champs magnétiques. Et en fait, ils se frottaient à certains matériaux pour créer de l'électricité, en fait, sur eux. Et cette théorie dit que, justement, l'électricité serait rentrée dans la biologie, justement, et commencé à créer des neurones à partir de ça. Donc, en fait, c'est l'environnement qui a créé la conscience. Et donc, c'est hyper intéressant dans le sens où, comment on a évolué dans le futur pour arriver jusqu'à l'homme, hein, avec l'évolution de Darwin, etc. Et après, il y a des millions d'années qui se sont passées, hein, plusieurs milliards même, parce que les premiers signes de vie qui sont apparus sont arrivés il y a 3,4 milliards ou 3,3 milliards d'années. Donc, il y a hyper longtemps, quoi. Il faut des millions et des millions d'années d'évolution. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je me demande, c'est que comment va évoluer l'homme si on s'est pas éteint avant, dans des plusieurs millions d'années. Euh, D'ailleurs, on a eu 10 extinctions de masse en tout sur Terre. Mais si, par miracle, on arrive à vivre plusieurs millions d'années en tant qu'espèce humaine, je pense que l'être humain va partir plutôt sur une, euh, une conscience qui va plus partir sur la télékinésie, par exemple. Par exemple, les neurones qui seront beaucoup plus forts. euh, et donc, créer un champ magnétique beaucoup plus important. Donc, on va peut-être pouvoir contrôler certains objets. C'est une théorie, hein, je dis pas que c'est vrai, hein. Euh, mais c'est une théorie possible. On appelle ça voir le futur, par exemple, qui est possible aussi, parce que les enchaînements de voir le futur, par exemple, dans le sens où
on pourrait prédire en fait les choses qui vont se passer, donc pas tout bien sûr, mais en observant suffisamment, en ayant suffisamment d'informations du monde qui nous entoure et en lisant suffisamment d'informations, on peut prédire en fait ce qui va se passer. Donc bah, je pense qu'on bah, ce sera un peu plus facile que peut-être que d'après l'alimentation, le QI diminue, mais si par chance le QI augmente, de toute façon, avec la théorie de l'intégrité, c'est ça, l'information intégrée, l'information peut que croître en fait, on peut que augmenter notre intelligence en fait. Et donc dans le sens où les générations futures, par exemple, c'est une théorie, hein, mais par exemple le bac, peut-être que dans 200 ou 300 ans, peut-être que le bac ce sera l'équivalent d'un master par exemple. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que peut-être que dans des millions d'années, ce que nous on voit en doctorat, pour eux, ce serait l'équivalent de la maternelle, quoi. Et donc, bah, ça peut être. Donc, bah, on aura peut-être, ouais, voir le futur, par exemple, la télékinésie. Après, la téléportation, je sais pas, hein, parce que après, on téléporte bien de l'information avec les électrons. Donc, pourquoi pas, si notre cerveau crée un champ magnétique autour de notre corps pour nous téléporter, pourquoi pas? C'est possible, hein. Rien n'est impossible, hein. Je me dis, faut juste avoir un peu d'imagination. Donc, on peut voir la science-fiction. Euh, devient plus ou moins réel, hein. Quand on voit par exemple les vaisseaux spatials qui ont des champs magnétiques, ça c'est fortement possible. Je sais qu'on peut condenser la lumière par exemple, et donc créer un champ magnétique résistant et donc potentiellement arrêter des objets comme des micrométéorites ou des choses comme ça. Même arrêter, pourquoi pas, des projectiles en matière. Après, arrêter le point faible qui serait pour les champs magnétiques, ce serait par exemple des armes énergétiques comme les lasers. Là, ce serait un peu plus compliqué parce que ça, en tirant un laser dessus, ça va éparpiller, ça va changer le champ magnétique en fait du champ de force. Et, euh, et donc, bah, les quantas, si je me trompe pas, c'est ça, vont, comment dire, sont perturbés et donc bah, le champ magnétique est affaibli en fait. C'est un peu comme les canons à ions, si je peux dire, des ions, c'est les ions qui sont déstabilisés, etc. Et donc bah, c'est le seul inconvénient. Mais bon, si on fait des vaisseaux avec un champ magnétique suffisamment dense, peut-être avec un peu de chance, on pourrait justement aller beaucoup plus vite parce que bah, on ne craindrait pas les micrométéorites. Je sais qu'actuellement nos vaisseaux vont à peu près à 10% de la vitesse de la lumière, c'est à peu près 30 000 km par seconde. Donc bah, c'est déjà assez important. Après, on arrive à envoyer des mini-satellites d'à peu près 1 gramme à la vitesse quasiment de la lumière, 98-99% de la lumière, avec des lasers pour des microsondes qu'on envoie dans l'espace pour, euh, pour cartographier l'espace. Donc pourquoi pas, hein. Après, la gravité artificielle, c'est pareil, hein. Là, pour l'instant, c'est qu'une théorie, mais par exemple, le graviton, on ne l'a pas encore découvert, mais si un jour on le découvre, on pourrait peut-être créer une gravité artificielle. Après, ce qu'on peut créer, c'est des roues qui tournent sur eux-mêmes pour créer une apesanteur, mais c'est pas la gravité artificielle qu'on voit dans les films de science-fiction. Mais si on arrive à le créer, là, le graviton, ce sera une particule assez particulière. D'ailleurs, j'ai du mal à la conceptualiser parce que si on crée une particule de graviton, c'est-à-dire elle attirerait tout ce qui est sur elle. Donc, ouais, j'ai beau réfléchir, hein, pourtant, je lis beaucoup de livres sur la science, hein, mais, euh, mais si la particule existe, on l'aurait déjà trouvée depuis longtemps. Enfin, j'imagine. Enfin, je sais pas trop où ils vont la trouver, hein. Peut-être dans. Et puis s'il y a des gravitons, il y a peut-être aussi des antigravitons. Et donc, c'est-à-dire qu'ils repoussent la matière. Et bah, j'imagine même pas il faudrait vraiment que l'homme soit sage, hein, qu'on soit vraiment dans la sagesse. J'espère que l'homme, plus va augmenter sa connaissance, plus il sera dans la sagesse et plus il va continuer à travailler aussi sur son côté émotionnel. Parce que un être humain qui est que uniquement dans la connaissance et la logique pure, c'est plus un être humain, c'est limite une machine, quoi. Je veux dire, il y a plus d'émotion, il y a plus de, ah, je sais pas comment je peux dire, il y a plus de subtilité, il y a plus de vie en fait. Et je pense qu'un être humain qui est que dans la logique pure et simple, c'est un être humain mauvais. Enfin, après, il peut tout conceptualiser pour pas être mauvais, mais en soi, c'est froid, il y a pas, c'est comme si la personne n'avait pas d'âme, quoi. Donc j'espère vraiment que l'être humain va continuer aussi à travailler son côté émotionnel. Et je pense aussi que par exemple une personne qui a un QI de 120,
et qui est hypersensible, et une personne qui a un QI, mettons, de 150 ou même 160, mais qui a un quotient intellectuel, un quotient émotionnel bas, je pense que la personne qui a 120 de QI sera beaucoup plus productif en termes de tout ce qu'elle va faire dans sa vie, et puis elle mettra beaucoup plus de sens dans tout ce qu'elle fait tous les jours. Donc, bah, je pense que faut jamais négliger en fait l'intelligence avec le côté émotionnel. D'ailleurs, c'est important de faire des méditations, de vraiment prendre soin de soi, etc. Euh, Parce que là, l'hypersensibilité, je pense que c'est une forme d'intelligence qui va bien plus loin que la logique pure et donc bien plus créatif aussi que quelqu'un qui est uniquement dans la logique, hein, qu'on peut voir avec Descartes, qui voyait les animaux comme des machines. Après, ça se résume pas qu'à ça, hein, bien sûr, mais je veux dire, il n'y a pas le côté émotionnel, l'animal, la souffrance, etc. Et donc, je pense que si on veut un mieux-être de la société, il faut vraiment travailler sur le côté émotionnel et le côté empathique pour toutes les espèces qui existent, pour la vie en général, en fait. Donc voilà. Euh, donc je travaille, si je peux dire, je lis beaucoup sur la psychologie, la physique, la biologie un peu moins, mais là je suis plus sur la physique, etc. J'ai commencé aussi à lire aussi celui-là, Comment faire rire un paranoïaque, qui est assez intéressant. Celui-ci avec les Earths, qui est pas mal. Euh, Il y a aussi celui-là qui m'intéresse aussi, que j'ai commencé à lire, Nous les dieux. Bon, c'est des petites histoires et puis ça change des livres de science. Ça me permet d'avoir de la créativité, de créer des images mentales en fait. Et bah, je trouve ça intéressant. On fait comme un film dans sa tête en fait, en quelque sorte. Et donc je trouve ça assez cool. Il y a aussi celui-ci que je commence aussi, que je vais lire. J'ai commencé à lire quelques pages. Celui-là, 1 million de révolutions tranquilles. Donc qui est aussi intéressant. Et il y a aussi celui-ci que j'ai commencé aussi. 2050, quelle énergie pour nos enfants. Donc bah, celui-ci aussi que je commence à lire. Mais ça prend pas mal de temps. Après, sans compter que, bah, comme tout le monde, hein, je vais sur YouTube et donc bah, j'écoute de la musique et tout, et des fois, bah, je me paume, quoi. Et donc, bah, c'est un peu une perte de temps, si je peux dire. Mais je fais de mon mieux pour lire le plus possible, pour m'enrichir intellectuellement et émotionnellement, et faire grandir ma créativité. Et donc, bah, je pense que c'est une bonne chose. Pour un mieux-être, en tout cas pour moi-même. Après, je ne sais pas si ça marche pour tout le monde, mais en tout cas, même si vous n'aimez pas la lecture, je pense que si en vous forçant, parce que le cerveau, faut pas se leurrer, hein, le cerveau, lui, il aime bien la routine, hein. Donc, forcez-vous à lire, et au bout d'un moment, vous allez voir, au bout d'un moment, il y a un petit truc qui va se passer, et vous allez être heureux de lire, en fait. Votre cerveau va s'habituer à lire, et vous allez être content, en fait, de lire. Donc voilà. Je fais des poteaux. Je vous dis bah, bonne soirée, prenez soin de vous et tchuss